Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième cours numérique. Alors, avant de commencer, quelques mots de présentation. Nous avons décidé de changer de stratégie, de changer de manière de présenter le cours numérique et de l'articuler avec la régulation. Ce cours sera donc plus restreint, plus court, ce qui signifie que la présence en régulation sera d'autant plus importante. Des morceaux complets du cours ne seront compréhensibles, à mon sens, parfaitement que au travers de la régulation, et donc la régulation sera également importante dans le cadre de la préparation au contrôle terminal qui viendra sanctionner ce cours magistral de premier semestre L2 STAPS à l'université Jean Monnet. Et on va donc tout de suite commencer avec la présentation d'un joueur de foot qui s'appelle Roger Claessens et qui a joué dans les années 60 au Standard de Liège, une équipe belge. Et vous allez voir, à travers ce joueur, nous allons nous poser une question qui va nous permettre d'ouvrir et ensuite de refermer notre réflexion. Roger Claessens, c'est d'abord un joueur de football talentueux. Avant-centre prolifique, il va marquer 161 buts en 229 matchs entre 1958 et 1968 au Standard de Liège. Il était apprécié des supporters pour sa réussite sur le terrain. En plus d'être efficace, il était également considéré comme un joueur classieux et élégant, agréable à regarder jouer. Au cœur de cette ville de Liège, en Belgique, une ville ouvrière, où les quelques francs belges dépensés pour aller voir le match du Standard en famille le dimanche après-midi coûtaient cher, il était surtout reconnu pour son engagement et sa combativité. Un quart de finale retour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1967 a forgé sa légende. Les joueurs belges affrontaient un club moscovite et devaient absolument s'imposer pour se qualifier en demi-finale. Durant la première période, Roger Claessens resta au sol après qu'un adversaire lui ait marché sur le bras et fut obligé de sortir du terrain pendant de longues minutes. Ce n'est qu'au retour des vestiaires, pour le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, qu'il réapparut sur la pelouse, le bras en écharpe, collé par des bandages contre son corps. Malgré son handicap, Claessens marqua le but de la qualification. Le lendemain, le public apprit dans les journaux qu'il avait alors le bras cassé. Mais la légende de Roger Claessens, elle s'est aussi constituée en dehors du terrain, dès le coup de sifflet final. Dans son ouvrage, Hubert, en 1979, il décrit « Après chaque match, j'allais boire un verre ou deux avec les supporters, c'était important pour les deux. Raconter mes buts me faisait un plaisir identique à celui de mes admirateurs qui écoutaient. Je ne comprends pas que les professionnels d'aujourd'hui quittent le stade comme un ouvrier quitte son usine, sans un mot pour leurs supporters. » Cette proximité se prolongeait également, cette proximité avec les supporters, se prolongeait également tard, dans la nuit liégeoise, au Carré, le centre historique de la ville, lieu de fête, là où ces frasques ont laissé le souvenir d'un homme généreux et coureur qui buvait énormément d'alcool. De multiples anecdotes comptent également ses disparitions nocturnes avec l'équipe nationale qui lui ont valu de nombreuses suspensions. Il avait même la réputation de dépenser son salaire en quelques jours dans les cafés de Liège ou dans des dons pour aider des mendiants. Pour lutter contre ces dépenses sans discernement, il raconte qu'un jour, le président du Standard de l'époque l'a menacé de ne lui donner que la moitié de son salaire et de virer le reste sur le compte de sa mère. Claessens aurait alors répondu « Parfait, monsieur. Dans ce cas, dimanche prochain, je joue la première mi-temps et ma mère la seconde. » Ce caractère frondeur est aussi un élément auquel les Liégeois aiment s'identifier, même s'il a conduit par 2 fois Roger Claessens jusque la prison pendant quelques jours. Alors, si nous avons souhaité présenter aussi longuement la biographie de ce joueur de football relativement inconnu en France, c'est parce qu'il est devenu un mythe à Liège. Un mythe rassemblant les caractéristiques auxquelles non seulement les supporters du Standard de Liège, mais plus généralement les habitants de la ville aiment qu'on les associe. Ce mythe donne à voir ce qu'on appelle un idéal type weberien
du supporter du Standard de Liège, dans lequel se reconnaissent toutes les formes du supporterisme, même celle du supporterisme extrême, ce qui, nous le verrons dans la sociologie des supporters, ne tient pas à l'évidence. Cet idéal type, c'est un idéal type ouvrier, coloré, bigarré, ouvert sur les autres, de tous âges, laborieux, combatif, généreux, festif et frondeur. C'est tout ça à la fois la figure de Roger Classen, âme du Standard de Liège. Alors pour bien comprendre le concept d'idéal type chez Max Weber, c'est-à-dire cette idée d'une espèce d'être parfait, je vous propose tout simplement de revenir à ce qu'il dit lui-même dans les essais sur la théorie de la science, extrait que nous commenterons ensuite. On obtient un idéal type en accentuant unilatéralement un ou plusieurs points de vue et en enchaînant une multitude de phénomènes donnés isolément, diffus et discrets, que l'on trouve tantôt en grand nombre, tantôt en petit nombre, et par endroits pas du tout. On les ordonne, selon les précédents points de vue, unilatéralement, pour former un tableau de pensée homogène. On ne trouvera nulle part empiriquement un pareil tableau dans sa pureté conceptuelle. Il est une utopie. Comme dit Serge Pogam, définir un type idéal ne signifie pas repérer sa forme majoritaire d'un point de vue statistique, mais discerner à partir de formes historiques multiples dans des sociétés contemporaines des traits principaux qu'on va volontairement simplifier pour donner du sens. La démarche de Weber n'est donc pas une fin en elle-même. L'objectif, c'est plutôt d'avoir un moyen de connaissance et de compréhension d'un objet qu'on regarde. Dans notre exemple, Roger Classen, l'image que renvoie Roger Classen, de tous les adjectifs que nous avons dit tout à l'heure, eh bien cette image, elle forme d'une certaine manière un idéal type du supporter du Standard de Liège, dans lequel individuellement les supporters peuvent se reconnaître, non pas pour l'ensemble des caractéristiques, mais pour seulement certaines d'entre elles, ou si ils ne correspondent pas à une de ces caractéristiques, dans lesquelles ils sont capables de se projeter. Alors, au travers de cet exemple de Roger Classen et de l'idéal type qu'il représente pour les supporters du Standard de Liège, mais même plus généralement les habitants de la ville de Liège, nous allons essayer de répondre à la question suivante: que peuvent représenter le sport et les usages du corps? Alors, nous aurons l'occasion, lors de la régulation, de revenir plus précisément sur cette question, au travers de sa construction, ainsi que de la définition, des termes qui la composent. Il est désormais temps de voir comment, autour d'un joueur de football, de pratiques sociologiques, d'actions des individus, peuvent se construire des choses beaucoup plus grandes, des concepts, des idées et même des représentations du monde qui vont, elles aussi, modifier le comportement des individus. Vous allez voir, on va partir très loin du football, mais c'est en même temps fondamental pour comprendre, comme dans le cours précédent sur Norbert Elias, le rôle extrêmement important que joue le sport moderne dans notre société occidentale. Quel rôle la culture joue-t-elle en sociologie? Cette question doit nous amener à comprendre ce que peut représenter le sport et les usages du corps. Pourquoi? Eh bien, parce que le corps et les usages du corps, on l'a vu d'une certaine manière avec Marcel Mauss et les techniques du corps, tiennent de l'identité, tiennent de la culture. Cela doit être mis d'une certaine manière en parallèle avec une sociologie, une manière de regarder les pratiques sociales qui seraient gouvernées soit par la politique, c'est un petit peu le cas de ce qu'on a vu avec Norbert Elias, par des relations de pouvoir, soit
par des aspects économiques, c'est-à-dire une lecture des comportements sociologiques en fonction de l'origine économique des individus, ce que l'on appelle habituellement les classes sociales, c'est-à-dire plutôt une sociologie issue de la réflexion de Karl Marx. On aura l'occasion peut-être de l'évoquer lors de la régulation. Notre idée, c'est de montrer qu'il y a d'autres influences, d'autres déterminants sur nos pratiques sociales qui peuvent plutôt être de l'ordre des déterminants culturels. Alors, si dans notre cours, la figure tutélaire, l'auteur principal sera Max Weber, dans cette question de la représentation d'une idée dans les gestes du quotidien, y compris le sport, on va plutôt commencer par un exemple qui nous vient à la fois de Raymond Boudon et de Werner Sombart, je vais vous expliquer ça, mais qui va vous paraître très éloigné des usages du corps et des loisirs, mais qui est en même temps extrêmement important pour comprendre le rôle de nos croyances, le rôle de nos représentations sur les comportements sociaux. Alors, Werner Sombart est un économiste et sociologue allemand qui publie une étude en 1906 intitulée « Pourquoi n'y a-t-il pas de socialisme aux États-Unis » Petite parenthèse, oui, en France, le socialisme, le communisme ont été, comme dans beaucoup de pays européens, l'Italie par exemple, et puis alors on ne parle pas de l'Europe de l'Est pour d'autres raisons, ont été des mouvements qui, dès la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, ont été extrêmement forts politiquement, qui ont porté avec eux des mouvements sociaux, etc. C'est beaucoup moins le cas aux États-Unis, et Werner Sombart, en 1906, se pose cette question. Nous n'allons pas regarder exactement le travail de Werner Sombart en 1906, mais plutôt ce qu'en dit, dans les années 60, Raymond Boudon, un sociologue français, dans un ouvrage qui s'appelle « La logique du social ». La principale réponse que va formuler en 1906 Werner Sombart à cette question, pourquoi n'y a-t-il pas de socialisme aux États-Unis? La principale réponse qu'il formule s'appuie sur la structuration de la mobilité sociale aux États-Unis. La mobilité sociale, nous y reviendrons en régulation si besoin, mais c'est cette idée que quand on est enfant de parents ouvriers, eh bien, on va pouvoir devenir cadre intermédiaire, professeur, finalement progresser en termes notamment de rémunération par rapport à ses parents. Werner Sombart nous dit que cette mobilité sociale serait plus aisée aux États-Unis qu'ailleurs, c'est-à-dire en Europe. C'est l'idée de l'American Way of Life. Vous savez, cette idée que un homme qui prend en main sa destinée, un homme ou une femme, un homme étant entendu ici comme un individu, qui prend en main sa destinée, eh bien, peut renverser les montagnes, peut réussir, et notamment réussir d'un point de vue financier. Or, quand il dit ça en 1906, Werner Sombart, il dit, bah voilà, s'il n'y a pas de socialisme, c'est parce que les individus peuvent réussir et qu'ils n'ont pas nécessairement d'accointance, d'appétence à s'engager dans un mouvement politique qui vise au partage des biens, puisque ils ont pour l'idée, eh bien, d'en accumuler, d'en avoir plus que les autres, grâce à la capacité d'offrir de la mobilité sociale, grâce à la capacité de réussir qu'on a aux États-Unis. Sauf que depuis 1906, des nombreux travaux ont montré que, eh bien, c'est pas totalement vrai. Bendix et Lipset, en 1959, par exemple, disent « La mobilité sociale n'est pas supérieure aux États-Unis. C'est une illusion. Ça n'est pas vrai, c'est une croyance. Mais statistiquement, ça n'est pas vrai. » Alors, on pourrait penser que cette conclusion, advenue 53 ans plus tard, remet en cause l'explication de Werner Sombart. Et pourtant, selon Raymond Boudon, ça n'est absolument pas le cas. Pourquoi? Eh bien, je vous propose de le citer. Il écrit « La théorie de Sombart ne requiert pas que la mobilité soit en réalité plus forte, il suffit pour qu'elle puisse s'appliquer que les individus concluent, même si cette conclusion est une croyance mal fondée, de la faible visibilité des barrières symboliques entre classes à la facilité de les franchir. » Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que nos croyances, nos représentations sont parfois plus fortes que la situation réelle, que ce que l'on croit, eh bien, nous fait avoir un certain nombre de comportements qui ne sont pas nécessairement les meilleurs comportements compte tenu de ce qu'est la réalité. Voilà en quoi, par exemple, le rôle de la culture est important, parce que Toussien
tient de notre identité, de notre éducation, de notre culture, et tout ça génère des représentations, des croyances qui vont nous inviter à avoir certains comportements qu'on peut penser dans une lecture classique, finalement en termes d'intérêt des individus, comme n'étant pas les plus intéressants, n'étant pas les plus optimums pour les individus. La compréhension du rôle de la culture, du rôle de nos représentations et de nos croyances doit nous permettre de comprendre dans la société, à l'échelle de plusieurs dizaines d'années, comment le protestantisme, le capitalisme ont permis l'essor du sport moderne. C'est au travers d'un ouvrage sur lequel nous allons revenir, qui s'appelle « L'éthique protestante ou l'esprit du capitalisme », écrit par Max Weber, que cette réflexion se construit. Mais avant, il nous a semblé important d'essayer d'expliquer comment, par quelle méthode, on allait regarder d'une certaine manière la construction de ces représentations. Pour ce faire, nous proposons de lire un extrait d'un livre de Fernand Braudel, qui est un grand historien français, qui s'appelle « La dynamique du capitalisme ». Braudel dit, je cite, « C'est du quotidien que je suis parti. De ce qui, dans la vie, nous prend en charge sans même que nous le sachions. L'habitude, mieux, la routine, 1000 gestes qui fleurissent, s'achèvent d'eux-mêmes, et vis-à-vis desquels nul n'a à prendre de décision, qui se passent au vrai, hors de notre pleine conscience. Je crois que l'humanité, plus qu'à moitié ensevelie dans le quotidien, d'innombrables gestes hérités, accumulés pêle-mêle, répétés infiniment jusqu'à nous, nous aident à vivre, nous emprisonnent, décident pour nous à longueur d'existence. Ce sont des incitations, des pulsions, des modèles, des façons ou des obligations d'agir qui remontent parfois, et plus souvent qu'on ne le suppose, au fin fond des âges, très anciens et toujours vivants, un passé multiséculaire débouche sur le temps présent, comme l'Amazone projette dans l'Atlantique l'énorme masse de ces eaux troubles. Alors, au-delà de la qualité rédactionnelle, même littéraire de Fernand Braudel, ce qu'il faut retenir de ce qu'on vient de lire, c'est une méthode empirique qui se fait à partir du terrain, une méthode inductive qui va du concret vers le conceptuel. Fernand Braudel dit « J'observe les 1000 gestes qui fleurissent dans notre quotidien et qu'on fait d'une certaine manière inconsciente. Cela doit évidemment vous rappeler les techniques du corps de Marcel Mauss, des choses qu'on a intériorisées, des gestes qu'on a intériorisés, qu'on répète, qu'on fait sans avoir conscience de ce qu'ils signifient. Eh bien, c'est à partir de l'observation de ces gestes du protestantisme, de ces croyances du protestantisme, que Max Weber va nous montrer bien que ce protestantisme crée une représentation du monde qui va favoriser le capitalisme. C'est donc dans un ouvrage écrit en 1905 et appelé « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme » que Max Weber va regarder le protestantisme originel, disons celui qui va du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIe, protestantisme sur lequel on aura largement, d'ailleurs comme le capitalisme, l'occasion de revenir en régulation mardi. Il va donc regarder ce protestantisme originel pour comprendre l'essor du capitalisme. Il faut ici essayer de comprendre le lien qui se joue entre le terme d'éthique protestante. L'éthique, c'est quoi? Ce sont ces 1000 gestes qui construisent une représentation du monde, et cette représentation du monde, elle est, d'une certaine manière, le terreau dans lequel va pouvoir se dérouler, naître, et ensuite même grandir le capitalisme. En somme, les 1000 gestes observés par Max Weber, les 1000 croyances observées par Max Weber dans le monde protestant vont donner naissance dans son idée à une conceptualisation qui est celle de l'esprit du capitalisme qui
lui-même est indispensable, et nous allons essayer d'expliquer pourquoi, à l'émergence du capitalisme et dans un second temps à l'essor du sport moderne. Alors concrètement,
quels sont ces 1000 gestes, quels sont ces éléments que Max Weber va observer dans le protestantisme, et particulièrement le protestantisme puritain qui va émigrer aux États-Unis, on y reviendra également en régulation. Eh bien, dans la religion protestante, telle que pratiquée par les puritains, Dieu aurait déjà choisi, à leur naissance, qui aurait eu accès au paradis et à l'enfer. Mais cette destinée demeure secrète aux vivants. Ainsi, le croyant devient en quelque sorte aveugle. Il ne sait pas s'il va avoir ou non accès au paradis, mais d'une certaine manière, le choix de Dieu est déjà fait. Il ne peut donc plus espérer retrouver cette place au paradis par la confession ou le rachat de ses fautes, comme c'est le cas encore aujourd'hui dans la religion catholique, mais c'était le cas de manière très forte dans la religion catholique, et c'était un motif de rupture important des protestants. Le croyant, désormais, vouera donc sa vie à Dieu, non plus en essayant de se racheter de ses fautes, mais en célébrant sa gloire, nous y reviendrons tout à l'heure, avec le doux espoir d'être choisi pour accéder au paradis éternel. Et c'est dans la façon que ces croyants vont avoir de célébrer la gloire de Dieu que le fonctionnement de l'humanité va s'en trouver changé pour des siècles. L'homme ne va plus chercher dans un comportement dévot à célébrer Dieu, mais il va accomplir cette célébration en participant à l'ordre voulu par Dieu, qui mêle la nature, la croyance et les savoirs. Si Dieu a donné à l'humanité les moyens d'élever des animaux par exemple ou de créer une machine, alors, pour lui rendre gloire, l'homme se doit de la créer. On insiste ici sur l'idée de l'homme se doit, c'est un devoir moral pour les puritains que de produire, que de créer, que de respecter une espèce d'ordre voulu par Dieu. Nous reviendrons directement au texte tout à l'heure de Max Weber à travers une citation. Alors, très rapidement, cet élément il est accentué par un autre facteur dans la religion protestante, qui est mis en avant par Max Weber dans son ouvrage, c'est que Martin Luther, le premier des protestants, est aussi le premier à traduire la Bible, en l'occurrence en allemand, et qu'il va traduire en allemand le mot travail par le mot Beruf. Et le mot Beruf, il signifie en réalité plutôt vocation, comme d'une certaine manière la foi est une vocation, là où le mot travail vient du latin tripalium, qui lui signifie plutôt souffrance. Donc, dans la traduction de la Bible, Martin Luther, selon Max Weber, va donner une valeur positive au travail. Cette valeur positive donnée au travail, couplée à la volonté d'ordonner et de participer à un monde ordonné par Dieu chez les protestants, eh bien, va donner le fait que produire, et donc vendre, c'est-à-dire, en somme, le capitalisme. Produire et donc vendre, et ce, toujours plus, devient une manière de rendre gloire à Dieu et à son ordonnancement du monde. L'éthique protestante a donné l'esprit du capitalisme. C'est ainsi donc que va naître le capitalisme, et avec lui, la rationalisation. On calcule pour augmenter la performance. Pour s'organiser mieux, il faut compter. Compter combien coûte la réalisation d'un objet. Compter combien de temps il faut pour le produire. Compter quels sont les gestes les plus appropriés pour créer cet objet et en un temps le plus court possible avec une dépense la plus faible possible. Tout ça nous amène à une période à peu près au 19e siècle, les révolutions industrielles, sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir lors de la régulation, et surtout, le capitalisme finalement s'installe, s'autonomise, devient une fin en lui-même, et produire et créer, c'est le cas par exemple aujourd'hui, ne sont plus des actes en rapport avec l'éthique protestante, non plus de lien direct avec la croyance. On voit là comment la représentation du monde par les protestants a complètement changé le monde occidental, puisqu'elle a permis l'esprit du capitalisme et donc le capitalisme, elle a complètement modifié ce qu'est la pratique occidentale. Alors, je le disais, tout ça correspond à une période
de l'histoire, qu'on peut situer à peu près au XIXe siècle comme moment charnière, autour des révolutions industrielles. Dès cette période, déjà, Dieu est sorti des radars, le capitalisme a créé de la richesse et du savoir qui ont eux-mêmes permis d'augmenter à la fois le confort et l'espérance de vie, même si, nous aurons l'occasion d'en reparler, les travailleurs restent relativement en dehors du jeu. C'est la période de l'exode rural, des paysans qui vont travailler. Le capitalisme ne progresse plus alors pour rendre gloire à Dieu, mais parce qu'il se présente comme un vecteur de progrès économique et social pour les individus. Pour conclure, il faut absolument retenir deux éléments. Premier élément, parmi les déterminants sociaux, les questions culturelles ne sont pas à exclure. Elles vont former des représentations sociales qui vont influencer les acteurs. Les deux exemples que nous avons donnés sont assez clairs. Le premier étant celui du socialisme aux États-Unis, le deuxième du lien entre protestantisme, capitalisme et sport moderne. Nous aurons l'occasion de donner un dernier exemple dans cette conclusion, et l'essentiel de la régulation consistera à vous présenter des exemples concrets, au moins deux importants, de liens entre des représentations sociales qui vont influencer la pratique sportive. Deuxième élément à retenir, en tant que pratique culturelle, il faut entendre là le mot culturel au sens large, pas au sens du ministère de la Culture qui s'occupe de la danse, du théâtre, du cinéma et même maintenant des jeux vidéo. Non, au sens de l'identité, de la culture, au sens de la civilisation. Donc, en tant que pratique culturelle partagée mondialement par des centaines de millions de personnes, le sport est un révélateur formidable des forces qui animent nos sociétés. Si les questions culturelles sont extrêmement importantes pour comprendre le monde, une activité culturelle comme le sport, partagée mondialement et particulièrement dans le monde occidental, et nous aurons l'occasion d'y venir avec une lecture un peu de sociologie des loisirs dans le prochain cours, évidemment, c'est quelque chose d'important pour comprendre les comportements et les gestes des individus. Autre chose à comprendre, un peu dans le même ordre d'idée que ce que nous avions eu avec
Norbert Elias, ce que nous avons dit là, c'est que le sport a deux dimensions extrêmement importantes en sociologie. Première dimension, le sport, la dimension la plus simple, la dimension la plus à notre échelle, à notre niveau, le sport, eh bien, est un révélateur de la société. Parce qu'il a cette pratique, c'est ce qu'on vient de dire, partagé massivement, il est un révélateur de la société. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que le sport, il est un des fruits majeurs de notre société occidentale et capitaliste. Une des conséquences peut-être les plus visibles et les plus évidentes, en dehors du monde marchand, de ce qu'est l'impact du protestantisme et du capitalisme dans nos sociétés. Et on avait ça la semaine dernière avec Elias. On avait ça dans l'idée que le sport était à la fois un révélateur de l'autocontrôle et un bon endroit pour voir comment fonctionnait cet autocontrôle, et en même temps, il était une manière de mettre en éclairage de manière exceptionnelle tout ce processus de civilisation, cette dynamique de l'Occident décrite par Norbert Elias. Alors, pour essayer de raccrocher Roger Classen, comment peut-on raccrocher Roger Classen à ça? Eh bien, vous voyez bien que d'une certaine manière, c'est mis autour de la personnalité de Roger Classen une représentation, un idéal type, des choses fausses, des choses qui tiennent peut-être de l'ordre de la croyance, de la mythologie, avec ses anecdotes, avec ses histoires, mais qui font une certaine identité. Et une identité qui va modifier les comportements, une identité qui va créer d'une certaine manière des représentations, un discours, une adhésion. Et donc il est important de comprendre que le sport peut permettre ceci. Et en permettant cette logique-là, eh bien, il peut devenir plus que lui-même. Le sport, et nous verrons ça largement en régulation, ce sera l'essentiel de la régulation, le sport peut porter avec lui des considérations idéologiques, des considérations religieuses. Et on peut considérer que ces considérations, elles alourdissent le sport, qu'elles entraînent les sportifs dans des postures, dans des situations qu'ils n'ont pas demandées. Deux exemples rapides. En ce moment, les joueurs du FC Barcelone, autour de la question de l'indépendance catalane, dont on voit bien qu'ils deviennent parfois des espèces d'étendards d'un militantisme des indépendantistes catalans qui les dépassent largement, parce que pour certains d'entre eux, ils ne sont pas catalans, et pour certains d'entre eux, ils ne sont même pas espagnols. On peut le retrouver aussi dans le coup de boule de Zinedine Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006, qui avait créé un émoi. La France était invitée par sondage à se positionner pour savoir si Zidane devait faire ses excuses ou non. Il avait été obligé de les faire en direct à la télévision entre 19h et 20h devant des centaines de milliers, voire des millions de téléspectateurs. On attache